18h30 sur Al Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. À la une ce soir. CAN féminine de football, coup d'envoi ce soir à Rabat du tournoi continental. Le match d'ouverture mettra aux prises le Maroc et la Zambie. Vice-championne de la précédente édition et 3e au niveau africain, les protégés de Jorge Vilda semblent bien partis sur le bel lancé afin de porter le football marocain au firmament de la réussite. Et comme tous les samedis, vous avez rendez-vous avec l'escale culturelle hebdomadaire. Ce soir, on retrouve une plume féminine qui fait ses tout premiers pas en littérature. Mriem Serraj nous raconte la naissance de son ouvrage intitulé Nour, un récit intimiste profond écrit avec le cœur qui résonne comme une promesse d'une invitation guidée par la lumière. Du spectacle également au menu de cette édition vous emmène à la Cité Blanche qui accueille la 18e édition du festival Jazzablanca. L'événement a démarré hier soir par une affiche haute en couleurs composée notamment de Indizara, Chill et le collectif cubain El Comité. Une respiration artistique au cœur de la capitale économique. Bonsoir, du sport en ouverture de cette édition. C'est ce soir que sera donné le premier coup de sifflet de la CAN féminine de football. Pays hôte de la compétition, le Maroc ouvre le bal de ce tournoi continental avec une entrée en lice ce soir sur la pelouse du stade olympique de Rabat. Grande favorite de cette CAN, les Lions de l'Atlas qui affrontent dans 2 heures leurs homologues de Zambie avec en ligne de mire une victoire et pourquoi pas monter sur la plus haute marche du podium. Ambiance avant-match avec Zakaria Mokrinvilla. À pas sûr et déterminé, les Lions de l'Atlas s'avancent vers un rendez-vous crucial de leur histoire. Pour cette CAN, les joueuses de l'équipe nationale féminine de football comptent donner le meilleur d'elles-mêmes pour obtenir le sacre et garder la coupe à domicile. Ces dernières semaines, les protégés de Jorge Vilda ont passé d'intenses stages de préparation. Objectif, former un groupe homogène et peaufiner les derniers détails techniques et tactiques. La première rencontre contre la Zambie sonnera comme un test. Le sélectionneur national se montre optimiste, tout en mesurant l'ampleur de la tâche à accomplir. Les grands tournois sont toujours très motivants. Nous savons que nous avons de grands adversaires devant nous. Par le passé, pour les joueuses comme pour moi, l'expérience a toujours été un atout. Mais au final, quand le match commence et que l'arbitre a sifflé, c'est 11 contre 11, un entraîneur contre un autre. Nous essayons de donner une bonne prestation et de faire de notre mieux pour aider les joueuses et l'équipe autant que possible. Je suis vraiment très motivé pour cette Coupe d'Afrique. Como siempre, lo más posible a las jugadoras y al equipo. Y bueno, pues realmente muy motivado por esta Copa de Africa. Avec l'avantage du terrain et du public, les Lions de l'Atlas ont tous les atouts pour s'imposer comme favorites. Les joueuses pourront compter sur le soutien massif des supporters marocains, habitués à soutenir les équipes nationales. Mais la mission de l'équipe nationale ne sera pas de tout repos. Les joueuses auront la lourde tâche de stopper l'élan des autres adversaires aspirant au titre, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie. Je pense que notre groupe est fin prêt à cette compétition. Nous suivons les consignes de notre coach. Nous espérons avoir la chance de notre côté au premier match, afin de faire un bon parcours lors de cette CAN et aller le plus loin possible dans cette compétition. Lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de l'Atlas évolueront dans le groupe A, aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la RT Congo. Rendez-vous ce soir à 21h pour le match d'ouverture Maroc-Zambie au stade olympique de Rabat. Direction Conakry, la capitale guinéenne abritera en janvier prochain un forum d'affaires Maroc-Guinée. Le forum est présenté comme une plateforme d'échange et de promotion d'opportunités d'investissement dans les deux pays. L'événement a été annoncé lors d'entretiens entre le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, Omar Hajera, et le ministre guinéen par intérim du commerce, de l'industrie et des PME, Mamadou Saliou Diaby. Objectif affiché, à rapprocher les milieux d'affaires respectifs et multiplier les rencontres B2B dans des secteurs d'intérêt commun tels que l'énergie, les équipements ou encore les installations électriques. La coopération maroco-guinéenne s'inscrit dans le cadre des travaux du comité de suivi de l'accord cadre industriel et commercial signé, rappelons-le, à l'occasion de la visite royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Guinée en mars 2014.
Page santé à Marrakech, les professionnels de la santé pédiatrique mettent leurs compétences à l'épreuve. Un test grandeur nature dans le cadre de la Coupe du Monde de la simulation pédiatrique. Une compétition internationale qui met pédiatres, urgentistes et infirmiers au défi des scénarios d'urgence médicale ultra réaliste. Objectif, renforcer les bons réflexes, une meilleure coordination en équipe et au final améliorer la prise en charge des tout-petits. Écoutons à ce propos le professeur Patrick Tougnan, président de l'Association des pédiatres de langue française et vice-président de la Société française de pédiatrie. C'est une compétition, la Coupe du Monde de simulation, c'est une compétition qui va réunir 10 pays, 19 équipes qui vont s'affronter en faisant une simulation avec des juges venant de beaucoup de pays différents. Le tout va se dérouler en 2 langues, en français et en anglais. Et donc les équipes vont se qualifier au fur et à mesure jusqu'à la finale qui verra naître le vainqueur de la Coupe du Monde. La simulation, elle a l'intérêt d'apprendre aux jeunes sur des mannequins et non pas sur des patients. Moi qui ai beaucoup d'années d'expérience, j'ai jamais appris sur des mannequins, j'ai appris sur des patients. Donc la première fois que j'ai fait une endoscopie, la première fois que j'ai fait une réanimation, c'était sur un patient. Aujourd'hui, heureusement, on apprend d'abord sur un mannequin, donc on peut se tromper, et une fois qu'on est aguerri, on passe sur le patient. Donc c'est vraiment une avancée extrêmement importante qui se développe dans tous les pays du monde, et avoir l'idée de cette Coupe du Monde de simulation qui va donc inciter les jeunes à faire de la simulation, à apprendre à réanimer sur un mannequin, c'est vraiment une idée extraordinaire. La réalité est malheureusement plus dure dans d'autres régions du monde, à Gaza notamment, où l'enfance s'est abîmée par les violences. Pris au piège des bombardements et privés des soins, les enfants palestiniens continuent de payer le plus lourd tribut aux violences. Hier, une frappe nocturne à proximité d'une école qui abritait des déplacés a coûté la vie à 3 personnes et fait une dizaine de blessés, parmi lesquels des enfants. La défense civile locale fait état au total de 32 Palestiniens tués aujourd'hui dans de nouveaux raids israéliens. Une offensive qui ne faiblit pas après 21 mois de guerre. Plus de peur que de mal pour les passagers du vol Ryanair Palma de Majorque-Manchester. L'avion a dû suspendre hier soir son décollage et pour cause, une fausse alarme incendie. Les vacanciers britanniques ont été débarqués par les rampes gonflables et ramenés au terminal. 18 parmi eux ont subi des blessures très légères, dont 6 ont dû être hospitalisés. Et l'urgence semble plus grave à plusieurs milliers de kilomètres dans le sud des États-Unis. Des inondations dévastatrices provoquées par des pluies diluviennes ont fait au moins 24 morts au Texas, dont des enfants. Une vingtaine de personnes sont portées disparues, emportées dans la crue soudaine du fleuve Guadeloupe au nord-ouest de San Antonio, où il est tombé près de 300 mm de pluie en 1 heure, faisant monter le niveau d'eau de 8 mètres. Retour chez nous et place à votre escale culturelle hebdomadaire avec ce soir une jeune plume qui fait son baptême littéraire. Mariam Sarraj signe Nour, sa toute première parution aux éditions Marsam. Une plongée intense dans les méandres de la vie qui nous entraîne dans un voyage intérieur, celui de Nour, une femme dont la vie bascule et qui, guidée par une figure lumineuse, entame une profonde métamorphose. Un récit initiatique né d'un vécu intime que l'autrice partage comme une boussole intérieure, espérant peut-être éclairer le chemin de celles et ceux en quête de sens. Hassani Jassi, Maria Ouad a rencontré l'écrivaine. Regardez. Derrière ce visage poupin et cette chevelure en cascade se cache une jeune femme toute en douceur, amoureuse des lettres et des auteurs. Après de brillantes études de littérature et une thèse sur Sioran, Mariam Sarraj se mit à griffonner quelques notes au hasard d'un cahier. Des notes qui, au fil des jours, devinrent des pensées, et des pensées qui, après gestation, se murent en réflexion existentielle. Devenu un roman à découvrir, Nour, allégorie de la lumière divine et spirituelle, raconte l'histoire d'une transformation.
Nour, c'est une expérience inédite. La lecture de cet ouvrage m'a plongé profondément dans un monde réel à travers les personnages. L'écrivaine a réussi avec brio de nous transporter vers des expériences profondément humaines. Car écrire un livre ne se fait pas en un jour. Il naît de l'envie d'exprimer des choses enfouies que l'on emmure au plus profond de soi. Nour, c'est donc l'histoire d'une épreuve de vie, le récit d'une étape difficile à vivre, mais que chacun se doit de transcender à sa manière pour mieux se retrouver. Au fil des faits, elle parle d'une épreuve que Nour, l'héroïne, parvient à surmonter facilement grâce à son beau-père. Et là, ça nous permet de mieux découvrir les rapports sociaux entre beau-père et belle-fille. De sa prose poétique chargée d'émotions, Mariam Sarraj donne à lire et à sentir l'histoire d'un ancrage familial, de celui qui porte l'autre du bout du cœur pour l'accompagner là où il doit être, au-delà des peurs, sur la route de la sérénité retrouvée. Voir à nouveau son père vivant fut un choc. Le passé et le présent se télescopaient dans sa mémoire, plongeant Nour dans une sorte de vertige. D'interminables minutes s'écoulèrent avant qu'elle ne recouvre ses esprits et parvienne à se mouvoir. Elle se rapprocha de l'écran et caressa du bout des doigts le visage de Tara. Une onde de douceur et de lumière l'enveloppa. Nour, c'est aussi un premier roman prometteur, tout en sensibilité, ode à l'amour, à la famille et à la gratitude, et qui invite le lecteur à profiter de la vie et de chaque instant, comme si c'était le dernier. Et l'écrivaine Mariam Sarraj est l'invitée de l'escale culturelle de ce samedi. Mariam Sarraj, bonsoir et merci d'avoir accepté de partager avec nous les coulisses derrière ce premier roman, Nour. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce roman ? L'idée d'écrire le roman s'est imposée à moi imperceptiblement, comme une évidence. J'ai voulu, à travers ce récit, transmettre un message clé qui me tient particulièrement à cœur. Et d'autres messages sont venus se greffer au premier au fil de l'écriture. Ça m'a énormément fait plaisir qu'il y ait d'autres messages venant, pas que le premier. Et mon vœu le plus cher est que justement le roman touche l'âme et le cœur des lectrices et des lecteurs et qu'il éclaire ne serait-ce qu'un tout petit peu leur chemin de vie. Ce message qui n'est autre que le titre de ce roman, que nous dit-il justement dans le sens que vous avez choisi de donner à cet ouvrage ? En fait, j'ai choisi le titre du roman qui signifie lumière, parce que justement le personnage principal, elle emprunte un chemin, elle transforme, elle transcende la douleur, sa douleur, et elle la transforme en lumière. Donc, moi, c'est-à-dire ce que j'espère, c'est que justement ce chemin inspire ne serait-ce que quelques lectrices et lecteurs, justement, quels que soient les défis de la vie auxquels ils font face, pour qu'ils découvrent leur propre chemin de lumière. Donc Nour Lumière, c'est le personnage principal de votre roman, une femme qui baigne dans l'univers des livres et des romans, puisque vous nous la présentez comme une propriétaire d'un café librairie. Son quotidien ressemblait à un long fleuve tranquille jusqu'au jour où sa vie bascule. C'est un ouvrage qui explore la fragilité de l'être, de la vie, la vulnérabilité de l'existence. Effectivement. Donc, c'est-à-dire, le roman pose des questions existentielles inhérentes à notre condition humaine et interroge la partie spirituelle de notre être. Après l'événement qui se produit au début du roman et qui transforme sa vie, Nour fait plusieurs voyages au Maroc et à l'étranger. Ces voyages, ainsi que le voyage introspectif qu'elle entreprend, la reconnecte à la nature mère autrement. Elle l'ancre
dans le moment présent, la reconnecte aussi à son moi authentique, réel, et la métamorphose. Aussi, donc il y a aussi un thème majeur, une thématique majeure dans le roman, qui est la résilience face à l'adversité. Cet événement qui se produit au début du roman, et au lieu de briser Nour, paradoxalement la sauve. La transfigure et la ressuscite, puisque c'est à ce moment charnière de sa vie qu'elle transforme justement cette vulnérabilité en courage, et qu'elle entreprend, grâce à son beau-père Yassine, auquel elle voue une profonde admiration pour sa sagesse et son écoute, elle entreprend un chemin au bout duquel elle fait la plus belle des rencontres. Et vous avez parlé justement de ce voyage introspectif. D'ailleurs, dans certains chapitres, Nour cherchera à convoquer sa mémoire, des souvenirs, et cherchera aussi à les restituer. C'est pour mieux se connaître, ou est-ce une manière pour se réconcilier finalement avec son passé ? En fait, ces souvenirs commencent à percer le voile opaque du temps à des moments intenses, très forts en émotion que vit Nour. Comme par exemple lorsqu'elle découvre l'existence du court-métrage écrit et réalisé par son père, mort à un âge très précoce. Et également, il y a aussi des souvenirs joyeux qui la ramènent au paradis de son enfance, lorsque sa famille était encore réunie et heureuse avant la mort justement de son père et le remariage de sa mère, Majda. Donc voilà, donc les souvenirs, en fait, il y a un peu des souvenirs un petit peu qui sont plus tristes et d'autres qui sont beaucoup plus joyeux. Il y a aussi beaucoup de non-dits dans ce récit, notamment dans la relation avec la mère, Majda. Une relation marquée, empreinte par une certaine pudeur, parfois même par le silence. Pourquoi avez-vous choisi d'instaurer ce rapport distant entre deux êtres censés être proches ? En fait, c'était pas un choix au début, c'était quelque chose qui est venu au fil de l'écriture comme ça, c'est-à-dire j'ai peut-être choisi un petit peu de montrer un petit peu la relation qui est beaucoup plus profonde avec le père qu'avec la mère, en fait. Surtout que dans le roman, la mère, elle se remarie jusque 2 ans après la mort de Taha. Et donc, justement, Nour, elle n'arrive pas à absoudre sa mère d'avoir trahi, justement, comme si elle a trahi son père, en fait, lorsqu'elle a permis à un autre homme d'occuper sa place. Donc, c'est un peu... En fait, c'est pas quelque chose que vraiment j'ai voulu, mais c'est venu comme ça, en fait. Alors, votre plume, c'est dire l'indicible, mais votre écriture est aussi traversée par une douceur presque poétique. Est-ce une volonté assumée d'adopter ces tonalités qui truffent la trame narrative de ce roman ? Oui, effectivement, ça veut dire je voulais effectivement que le roman qu'il y ait beaucoup de descriptions, pour plonger un petit peu le lecteur dans l'univers de Nour. Je voulais effectivement qu'il visualise les scènes, c'est comme s'il voyait un film, et c'était quelque chose que j'ai vraiment voulu faire, qu'il y ait beaucoup de descriptions, beaucoup de scènes qu'il visualise, en fait, que le lecteur arrive à visualiser un petit peu. Comment, d'ailleurs, avez-vous vécu l'expérience de l'écriture de ce roman, et quel a été son apport, l'apport de ce premier pas littéraire dans votre carrière d'écrivaine ? C'était une magnifique expérience. Devenir écrivaine était un rêve d'enfant qui se réalise enfin. Et je tiens à cet égard à exprimer toute ma gratitude à Monsieur Rachid Chaibi, fondateur des éditions Marsam, et au ministère de la Culture qui ont cru en moi et ont ouvert la voie à Nour de voir la lumière, justement. Et donc aussi, le roman, il occupe une place assez particulière dans ma vie parce que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il porte un message clé, et donc c'est comme je me sens. C'est comme une mission de vie, en fait. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est un message que vous nous transmettez tout en délicatesse. Nous vous en remercions, Mariam Sarraj. Merci pour ce récit intimiste et lumineux. Merci à vous. Merci à vous.
Et on enchaîne en musique et direction Casablanca qui swing en ce moment au rythme de la 18e édition du festival Jazzablanca. Le festival a démarré hier sa programmation avec une affiche haute en couleurs et des artistes de renom. Jazz, afro-cubain, tango, soul et pop. Les festivaliers en ont eu pour leurs oreilles. C'est un reportage de Dominique Orlando, Mohamed Chikir et Reda Fejah. Il est à peine 19h sur le Grand Casablanca et comme en pareille saison estivale, la lumière du jour semble vouloir s'étendre toujours un peu plus. Le temps nécessaire pour accueillir d'abord au compte-gouttes un public éparse qui ne va pas tarder à se transformer en une foule compacte et juste avant que la nuit véritable ne s'éveille. C'est un festival qui jiblina des stars de renommée internationale. L'ambiance est sympathique, le cadre est merveilleux, donc on est très très content d'avoir ce genre de prestations au Maroc. L'ambiance est très agréable, les gens ont l'air tous sympathiques, détendus. Je dirais que c'est incontournable à Casablanca parce qu'il nous faut un petit peu ce genre de festival pour pouvoir sortir, un peu s'aérer, faire la fête. C'est indispensable, je pense. Tu es content d'être avec ton frère dans ce festival ? Ouais, parce que c'est juste une fois par an, alors quand c'est l'heure, on en profite. J'adore Jazzablanca parce que c'est l'ambiance, c'est la musique, c'est la rencontre des gens, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux et puis on écoute quand même de la bonne musique, c'est pas rien quand même. Elle est de retour sur la scène casablancaise et c'est toujours un événement que de pouvoir la retrouver à l'endroit même où elle se sent tellement elle-même, comme c'est le cas des plus grands interprètes dont Indy Zahra fait unanimement partie. Sollicitée à travers les plus grands festivals au monde, elle prend toujours plaisir à venir se produire chez elle au Maroc, où ses nombreux fans semblaient hier soir comme hypnotisés à sa seule vue, à sa seule voix. Son compatriote britannique Sting, c'est au timbre si particulier de sa voix que l'on identifie aussitôt le chanteur Seal. Pour lui, c'est également, et en quelque sorte, le grand retour au Maroc où il s'était déjà produit il y a 10 ans. Sa joie véritable d'être à nouveau présent aux côtés des Casablancais lui servira de fil conducteur d'un bout à l'autre du concert, où a-t-il semblé vouloir offrir le meilleur de lui-même. Le public, et en retour, lui réservera une ovation des plus tonitruantes. Et c'est sur ces belles sonorités que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.